Je suis développeur de jeux vidéo indépendant et avec la particularité de travailler seul sur mes projets. Donc ici, je vais vous présenter ma méthode de travail et aussi donner quelques conseils, vous parler des défis pour ceux qui, parmi vous, voudraient tenter l'aventure et se lancer dans le développement, soit tout seul, soit dans une petite équipe. Alors, c'est pas la première slide. Je peux revenir en arrière. Ouais, génial. Hop. Voilà, donc à propos de moi, rapidos, mon background. Donc j'ai un bachelor en infographie. À l'époque où moi je faisais mes études, il n'y avait pas encore d'études en game design, ce genre de choses, ça n'existait pas. Donc j'ai fait infographie. Après ça, après avoir terminé ces études, j'ai repris des études de composition musicale en cours du soir. Donc pendant 4 ans, je me suis vraiment passionné pour la composition dans le but de devenir compositeur. Et après avoir fait ça, je me suis dit, tiens, je sais faire des graphismes, je sais faire de la musique. Finalement, si je pouvais apprendre à programmer, je pourrais faire tout seul et être complètement indépendant pour faire des jeux vidéo. Et c'est ce que j'ai fait. Par après, j'ai appris la programmation en autodidacte. On va voir ça tout de suite. On peut t'appeler Rémi Brica, Pablo? M'appeler comment? Rémi? Rémi Brica? Rémi Brica, je ne connais pas ce monsieur. C'est l'homme orchestre. Oui, on peut m'appeler Rémi. Pas de souci, je prends tous les pseudos. Donc, pour ceux qui ne... Enfin, il y a sûrement... Qui connaît Healer's Quest d'ici dans la salle, par exemple? Ouais, il y en a plein, super. Donc, Healer's Quest, c'est le jeu que j'ai réalisé ces 4 dernières années. C'est un jeu de rôle dans lequel on va jouer uniquement le soigneur d'une équipe d'aventuriers, qui sont tous très mauvais. Donc il va s'agir de les garder en vie pendant que eux se battent contre les ennemis. Donc c'est un twist un petit peu sur le principe classique du RPG. Et Healer's Quest, il est sorti cette année-ci, le 18 avril, uniquement sur PC pour le moment, mais je suis en train de travailler très dur sur une version mobile, c'est pas facile. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné pour Indicate Europe cette année-ci, donc il y a 2 mois j'étais à Paris pour montrer le jeu là-bas. Et je suis également en train de le traduire en 6 langues, dont le chinois, maintenant, bientôt à la conquête de la Chine peut-être, on verra comment ça tourne. Alors, je vais vous parler de ma méthode de travail. Avant ça, un petit disclaimer, on est bien sûr tous différents et je prétends pas savoir ce qui marche pour tout le monde. Donc ce qui marche pour moi va peut-être pas fonctionner pour vous. C'est un peu à vous de prendre ce qui vous intéresse dans ma présentation et de faire en sorte que ça matche avec votre façon de travailler. Alors la vision du jeu, c'est quelque chose qui pour moi est super important. Donc quand on commence à faire un jeu vidéo, la première chose c'est d'avoir l'idée de ce qu'on veut faire. Et à partir de là, il va falloir pouvoir imaginer ce que va être le jeu une fois qu'il sera fini. Alors dans une équipe, c'est quelque chose d'assez compliqué et je pense qu'il faut que tout le monde partage la même vision du jeu ou en tout cas que quelqu'un soit responsable de cette vision. Je ne sais pas comment vous travaillez chez Fishing, mais je suppose que vous essayez tous de savoir où vous allez pour aller dans la même direction. L'avantage, c'est que quand on travaille tout seul, la question ne se pose pas, au fait. Quand on travaille tout seul, la vision du jeu, de facto, elle est unique, elle est dans votre tête, et donc vous savez directement où est-ce que vous allez aller. Ma méthode de travail, je travaille sans planning, en fait. Donc je me dis pas, tiens, dans 2 semaines, il faut que telle partie du jeu avance. Je travaille de façon un peu plus freestyle, et toujours dans l'optique de faire avancer le jeu. Donc, je veux dire que le jeu soit toujours jouable. Donc, concrètement, je ne vais pas passer 3 mois à réaliser des graphismes et puis implémenter tout ça dans le jeu au niveau de la programmation. Je fais un petit peu de programmation, puis quand j'ai besoin d'avoir des graphismes, je les crée sur le moment même et je les implémente directement. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout d'abord, ça me permet de vérifier à chaque moment que le jeu est bon, que je ne suis pas en train d'aller dans une impasse et que quelque part la magie, une fois que le graphisme prend vie, que tout fonctionne. Et ça permet également de garder la motivation, avoir un jeu qui fonctionne, qui marche, qui est vraiment jouable, c'est quelque chose de super motivant, je trouve, en tant que développeur de jeu, qui a mis du temps. En fait, j'ai fait beaucoup de projets dans le passé, mais chaque fois ça coinçait, je restais à avoir des graphismes qui n'étaient pas animés parce que je ne suis pas programmeur. Et le fait d'avoir quelque chose qui fonctionne, qui tourne, pour moi, c'est très important au niveau de la motivation. Et enfin, ça me permet, quand il y a des conventions, des concours, d'avoir toujours quelque chose à pouvoir présenter rapidement, sans devoir forcément me dire « Ah zut, je vais devoir bricoler une démo pour telle convention qu'il y a dans 2 semaines. » Pablo, oui. Comment tu fais pour obtenir des feedbacks sur ton jeu de l'extérieur? Alors, au début de la production, je fais tout seul. Et c'est sur les salons principalement, en tout cas pour Healer's Quest. J'ai fait énormément de salons dès le début, dès la première année de développement du jeu.
J'ai fait des salons, beaucoup, à mon avis j'ai dû en faire entre 15 et 20 sur les 4 ans où j'ai fait le jeu, et à chaque fois, c'est avec le retour des joueurs là-bas que je pouvais avancer aussi. J'ai aussi lancé une alpha, après je dirais 1 an et demi, peut-être 2 ans maximum de jeu, où donc là j'avais plus de joueurs qui jouaient, et c'est aussi ce feedback qui était super important. Le game design, c'est une partie évidemment très importante de... Est-ce que j'ai pas zappé une slide, moi? Non, je crois que c'est bon. Tout va bien. Game design. Alors, moi, je suis pas du tout, comme je vous ai dit, j'ai pas une formation en game design, une formation en école supérieure de game design. Donc, j'ai une approche plutôt instinctive et empirique du game design, c'est-à-dire que je vais tester ce que je crée et voir si ça fonctionne comme je le souhaite ou pas. Je pense que innover, c'est super important. En tout cas, quand on est développeur indépendant, c'est comme ça qu'on va se démarquer par rapport aux productions AAA qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Et je fais assez peu de fichiers Excel, hein. J'en fais pour l'inventaire et tout ça, mais la grande majorité de mon game design, il est dans ma tête. J'ai pas besoin non plus de le communiquer avec d'autres personnes, comme je travaille seul. Et un dernier point, c'est que le jeu vidéo, à mon sens, il est encore jeune. Il y a encore plein de trucs à tester. Et personnellement, je ne suis pas fan de l'approche trop théorique du game design. C'est mieux de un peu se lâcher et d'essayer d'innover à chaque fois qu'il y a moyen. Les graphismes, alors c'est super important, notamment pour le marketing. Je pense que c'est le point le plus important en fait pour que votre jeu se vende, c'est d'arriver à avoir des visuels qui soient attractifs, parce que c'est les premières choses que les joueurs vont voir, autant dans vos screenshots que dans les trailers que vous allez faire. Donc si vous avez des graphismes qui sont alléchants pour le joueur, qui donnent envie d'aller voir ce que donne le jeu derrière, c'est vraiment un point super positif et super important. Aussi, dans cette optique-là, avoir un style qui est reconnaissable, je crois que ça aide aussi. Si on fait de la 3D, on va se mesurer et entrer en contact frontal avec tout ce que les studios AAA font. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, bien sûr, mais ça peut être un challenge supplémentaire. Tandis que si vous avez une direction artistique qui se démarque de ce qui se fait, ça ne doit pas être un truc qui est spécialement très, très dur à faire. Mais si vous avez une direction artistique qui se tient et qui est différente de ce qui existe, vous avez toutes vos chances de vous faire remarquer. Personnellement, comme vous avez pu le voir sur le petit artwork au début, j'utilise pas de traits dans mon graphisme. C'est vraiment tout en peinture digitale. Je vais revenir sur le... Je suis un peu comme chez moi. Voilà. Donc c'est vraiment... Tout est fait en peinture digitale dans Photoshop à la tablette graphique. Donc j'utilise pas de traits. Et le jeu est également avec ce genre de graphisme-là. Donc même dans le jeu, il n'y a aucun trait. Et un des avantages de cette approche, c'est que ça me permet d'aller très très vite pour dessiner. Si on veut, quand on dessine, si on fait tous les traits des bras, des jambes et tout ça, ça va quand même plus lentement que si on fait juste un gros truc pour faire un bras. Et après, je viens sculpter la lumière, au fait, dans les masses que je fais. Je dessine par masse, au fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, je fais assez peu de concept art. Une fois de plus, je travaille tout seul et je n'ai pas spécialement besoin de communiquer mes concepts à une équipe qui devra les reprendre derrière. Donc voilà, et comme j'ai dit, je travaille dans Photoshop et avec la tablette graphique. Alors le code, c'est le point, probablement un des points les plus importants, évidemment. C'est ça qui va faire en sorte que le jeu prend vie. N'étant pas du tout programmeur, n'ayant pas de formation en programmation, j'ai choisi un programme extrêmement simple d'accès, Construct. Donc, Heroes Quest s'est fait dans Construct 2, maintenant je suis passé à Construct 3 pour la suite. C'est un programme qui, si vous n'avez jamais programmé, je vous conseille au moins de mettre 2 heures de votre temps pour essayer de l'apprendre. En 2 heures, vous pouvez faire un jeu vidéo simple avec ce programme-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement facile d'accès. J'ai mis d'ailleurs ce que la société qui fait Construct met en avant sur son site. Je pense que n'importe qui comprend l'anglais peut savoir ce que va faire ce code sans même savoir programmer. Si c'était des lignes de programmation, personnellement, j'aurais beaucoup de mal à savoir ce qu'un code comme ça ferait une fois mis en pratique. Donc c'est ce qu'on appelle du visual scripting en fait. Donc on ne va pas mettre des lignes de programmation, mais ce seront plus des événements. Ou sur la gauche de l'écran, donc on a des conditions, et quand elles sont remplies, on a à droite de l'écran les actions qui s'activent lorsque les conditions sont remplies.
Voilà, je vais rapidement parcourir les plus et les moins à mon sens de Construct. C'est super facile d'utilisation, ça je vous en ai déjà un petit peu parlé. C'est tout le temps mis à jour, donc il y a vraiment un énorme suivi des développeurs derrière. C'est 4 à 10 fois moins cher que Unity. Maintenant, ça ne fait pas exactement la même chose, mais si vous êtes un peu serré niveau budget, ça peut être un point positif. Et au niveau des moins, on va dire, des points négatifs, c'est que les options d'export sont limitées. Donc c'est du JavaScript, ça exporte naturellement en HTML5. Bien sûr, ce code peut être enrobé pour faire une app PC, pour faire une app mobile ou Xbox One. Tout ça fonctionne très bien. Ça fonctionne sans aucun problème. Par contre, si vous voulez exporter pour PS4 ou pour Switch, en ce moment, il n'y a pas d'export qui est possible. Donc vous allez être très embêté si vous voulez utiliser ce logiciel-là et faire un jeu pour Switch, par exemple. Et c'est évidemment uniquement de la 2D. Ça, ils annoncent bien la couleur. Ils n'ont jamais voulu faire un moteur 3D. Alors, la musique et les sons, à mon sens, c'est très compliqué à apprendre. Je crois qu'il faut vraiment avoir envie de le faire, s'investir beaucoup pour arriver à composer. La bonne nouvelle, c'est que c'est facile à déléguer. Donc il y a plein de compositeurs dans la nature, je vais dire, qui rôdent un peu partout. En tant que développeur, on est très souvent contacté par des compositeurs qui sont prêts à nous aider à composer les musiques du jeu. Donc si vous n'êtes pas musicien, que vous souhaitez avoir des musiques pour votre jeu, vous n'allez pas trop galérer à trouver des gens qui vont accepter de travailler avec vous. En ce qui me concerne, comme je l'ai dit, j'ai fait des études de composition, donc je le fais moi-même en faisant des recherches au piano. Après, j'utilise un séquenceur et des instruments virtuels pour mettre tout ça en place. Et pour les sons, soit je les enregistre moi-même avec un micro, ou alors j'achète des banques de sons sur Internet que généralement je vais retoucher dans des logiciels comme Audacity, qui est un logiciel gratuit qui vous permet de retoucher et retravailler vos sons. Alors comme l'a dit Laurent, le marketing et le business, c'est super important. À l'heure actuelle, vraiment réaliser le jeu, je crois que c'est 50% du travail. Et l'autre 50%, c'est d'arriver à avoir la visibilité et arriver à le vendre. C'est indispensable. Donc si vous pensez que parce que vous faites un excellent jeu, ça va bien se vendre, j'ai bien peur que vous viviez dans le monde des bisounours, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a plein d'excellents jeux. Même des excellents jeux qui sont parfois marketés, qui ne fonctionnent pas du tout, surtout sur Steam. J'ai pas trop d'expérience sur les autres plateformes, mais sur Steam, c'est vraiment très difficile de se faire remarquer. Donc c'est indispensable de faire du marketing, et ça prend beaucoup de temps si on veut le faire bien. Heureusement, il y a toujours moyen de déléguer. C'est assez cher, évidemment, si vous êtes un peu juste niveau budget. C'est toujours possible de le faire tout seul aussi. Mais il faut savoir que si vous travaillez avec quelqu'un qui a les contacts avec les youtubeurs, avec les journalistes, avec les différents streamers, il va avoir beaucoup plus facilement que vous un pied dans la porte pour lui faire tester votre jeu et lui faire du contenu sur votre jeu. Donc personnellement, j'ai travaillé avec quelqu'un pour la campagne de sortie de Healer's Quest et je conseillerais à refaire, je le referai. Voilà, parce que c'est pas du tout mes compétences de pouvoir marketer un jeu. Voilà, et en plus, rien n'est jamais garanti. Même si vous travaillez avec quelqu'un, il ne va pas vous dire, voilà, si ça va coûter autant, mais si tu ne gagnes pas, si tu ne rentabilises pas l'argent dépensé dans la campagne marketing, je te le rembourse ou quoi. Non, non. C'est vraiment... Allez, c'est de l'argent investi, mais vous n'êtes pas sûr de le rentabiliser. Maintenant, dans mon sens, si on passe des années à faire un jeu, c'est quand même mieux d'essayer de lui donner toutes ses chances. Et clairement, c'est un avantage d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Alors, les différents défis de la réalisation d'un jeu. Le premier, c'est de réunir toutes les compétences. En tout cas, si on veut travailler tout seul, c'est quand même pas évident. Il faut au moins être graphiste et programmeur. Après, il y a moyen de travailler avec d'autres personnes pour la musique ou pour le marketing. Et si vous êtes travaillé en équipe, trouver des partenaires motivés, en qui vous avez confiance et qui sont compétents, c'est aussi en soi un défi qu'il ne faut pas négliger. Garder la motivation sur le long terme, c'est aussi assez compliqué. Rester motivé sur un projet pendant 1 mois, il n'y a pas de souci, tout le monde sait le faire. Pendant 1 an, c'est déjà plus compliqué. Pendant 4 ans, vraiment là, il faut s'accrocher. En 4 ans, votre vie va changer, il y aura plein de trucs qui vont être bouleversés dans votre vie, donc il faut un peu prendre son projet comme un point d'accroche au fait, et malgré ça, continuer à travailler tous les jours sur le projet.
Et obtenir de la visibilité à l'heure actuelle, c'est vraiment aussi un gros challenge. Je vais finir par quelques conseils pour ceux d'entre vous qui voudraient se lancer dans l'aventure. Quel type de jeu choisir? Quel type de jeu faire plutôt? Alors si vous êtes fan de Hearthstone, je conseillerais pas spécialement de refaire un Hearthstone-like, parce que les gens qui jouent à ce genre de jeu-là restent sur ce genre de jeu. Donc si vous faites un Hearthstone, il va pas avoir la visibilité qu'il mérite, vu ce qui existe déjà sur le marché. Un jeu solo ou un jeu multi, personnellement, je resterai sur le jeu solo. Parce que si vous faites un jeu multi local, vous allez d'office avoir des joueurs qui vont vous reprocher de ne pas avoir de multi en ligne. Si vous faites un multi en ligne, il faut qu'il soit nickel, sinon les joueurs vont vous reprocher que le jeu multi en ligne n'est pas assez fluide, assez bon. Et un multi en ligne, c'est hyper dur à faire. Donc c'est très coûteux et c'est excessivement dur de trouver des gens qui sont compétents pour faire ça. Moi, je conseillerais aussi de ne pas outsourcer la programmation. Si vous êtes graphiste, que vous voulez faire un jeu vidéo, soit vous vous mettez en équipe avec un programmeur que vous connaissez bien et qui travaille près de vous tous les jours. Mais essayez de trouver un programmeur sur Internet. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et ça s'est toujours planté. Donc, je ne conseille pas. Après, c'est mon expérience. Peut-être que vous en aurez des autres. Et enfin, le marketing et le business, on en a déjà parlé un petit peu, c'est super important. Donc business, c'est aller à la Gamescom pour rencontrer des publishers, aller pitcher votre jeu, pour essayer d'avoir des contrats. Et marketing, c'est tout le contact sur les réseaux sociaux, contact avec les gens, aller sur des salons, essayer par tous les moyens possibles d'avoir de la visibilité pour faire en sorte que votre jeu a la visibilité qu'il mérite et trouve le public qu'il mérite. Et enfin, être réaliste dans les ventes à espérer. À la Gamescom, un publisher m'a dit que sur Steam, apparemment, il y a 91% des jeux qui vendent moins de 1000 exemplaires sur leur durée de vie. Donc c'est... Je ne dirais pas que c'est alarmant, mais quand même, il faut être réaliste. Parce que 1000 exemplaires sur un jeu que vous vendez 10 €, au final, ça ne fait pas grand-chose comme revenu qu'on peut espérer si on est dans la norme, on va dire. Donc il faut vraiment essayer de sortir de cette norme si on veut espérer pouvoir vivre de nos créations. Voilà, merci beaucoup. Attends, je sais pas s'il y a des questions, on les fait après? J'ai des questions pour toi. Tu as des questions pour moi? Ouais. Moi aussi. Ok, go. Donc le temps total entre le jour où tu as commencé et le jour où le jeu est sorti, c'est combien? C'est 4 ans. Ok. Est-ce que tu as eu une autre activité professionnelle pendant ces 4 ans? Ah oui, carrément. Oui. Donc j'ai travaillé à temps plein pendant à peu près tout le temps. Donc Healer's Quest, je l'ai fait après journée. Après, j'étais aussi développeur de jeux pendant la majeure partie de ces 4 ans-là. Moi, je suis infographiste et développeur de jeux, au fait. Mais donc tu t'es financé en travaillant. Voilà, je me suis financé en travaillant à côté et en faisant mon jeu le week-end et le soir. Et avec un Kickstarter aussi qui m'a permis de travailler quelques mois à temps plein sur le jeu à ce moment-là. Ok. Et à combien est-ce que tu estimes le budget du jeu? Une estimation, vu que c'est ton travail personnel. Tu veux dire si j'avais dû travailler à temps plein dessus? Tu avais dû le payer. Ouais, si j'avais dû être payé, parce que là, j'ai triché, au fait, je l'ai fait après journée pour que ça coûte pas trop cher à faire. Écoute, ça a pris 4 ans. Après journée, je pense que, honnêtement, j'ai dû travailler l'équivalent d'un mi-temps. En étant après journée, donc 4 ans à mi-temps. Ça fait 100 000 balles. Ça fait 100 000 €. Ouais, on va dire ça. Je crois que c'est 100 000 €, un truc comme ça. Ouais, mais à mi-temps. Hein. Ah bah ouais, 100 000 €. Et on n'a pas les mêmes salaires que vous. On n'a pas les mêmes salaires que vous, ouais. Je gagne pas 10 000 € par mois non plus. Dommage. Hein. Non, mais c'est une bonne... Enfin, vous voyez, même seul... Ouais, mais justement, il y a une grosse différence entre... entre guillemets, valoriser son travail de propriété intellectuelle, parce que c'est exactement ce qu'il vient de faire, et le travail pour lequel, quand on travaille pour quelqu'un, forcément, la valeur ajoutée, elle va pas chez vous. Donc, lui, ce qui est bien, c'est que forcément, il a mis de la valeur dans son propre projet, qui t'appartient à 100% d'ailleurs. Donc, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Mais on peut estimer qu'avec un budget de 100 000 €, tu aurais pu faire le même projet, on va dire, en 1 an, avec une équipe. Ou tout seul.
Si tu avais été Alors, payé pendant ton développement, oui. à temps plein, etc. Moi, je pense vraiment que, en tout cas en ce qui me concerne, le fait de travailler seul, c'est très efficace au niveau du temps. Je pense que si j'avais une équipe, 4 ans, c'est pas super efficace. non, mais après journée, je pense que ce projet-là, et aussi ce qui est très important de noter, c'est que j'ai appris la programmation en faisant Healer's Quest. Ouais. On est d'accord, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, je savais pas du tout programmer. Et même Construct, allez, c'est un programme facile à utiliser, mais vraiment, je commençais à l'apprendre, quoi. J'avais fait 3 tutoriaux au moment où j'ai fait mon premier prototype de Healer's Quest. Donc, je pense que déjà, je gagne 1 an. À le refaire, je gagne... ouais, je pense que à temps plein, peut-être 1 an et demi de travail pour le faire. Tu as financé toi-même la partie marketing. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Ça t'a coûté combien cette campagne? Alors, c'est un peu écrit dans mon contrat que je peux pas, D'accord. que je peux pas dévoiler ça. Je vais dire, je donne une fourchette ou quoi? Bah, Tu peux dire fais que ce tu c'était veux. cher ou pas. Ouais. Allez, donc- tu donnes un chiffre et je te dis plus ou moins. 9005. Un petit peu plus. Pour toi, c'est quoi le plus gros challenge sur une production seule, comme ça, pendant 4 ans? Comme je disais dans la présentation, garder la motivation sur le long terme. C'est vraiment arriver à tous les jours, à toujours croire en ton projet et tous les jours bosser dessus. Parce que si tu arrêtes une semaine de travailler dessus, ça va être compliqué de s'y remettre, tu n'es plus dans le bain et tout ça. Donc je pense qu'il faut vraiment continuer, quoi. Surtout Et- quand on est après journée. Et dernière question, c'est quoi la clé de facteur de ton projet, tu penses? Pourquoi il a fonctionné? Alors, déjà, j'ai eu beaucoup de bol. Et ce bol, c'est le premier jour, j'ai eu un assez gros streamer qui a streamé le jeu, Fukano. Et le deuxième jour, j'ai eu Zerator qui a streamé tout le jeu en une fois et qui après a mis toutes les vidéos sur YouTube. Donc si vous connaissez, je suppose que tout le monde connaît Zerator. Enfin, il vient de récolter 1 million d'euros avec le Z-Event. Donc c'est vraiment un très très gros streamer. Et ça a énormément aidé le jeu dès le deuxième jour de lancement. Donc il y a ça. Et après, je pense que ce à quoi les joueurs ont le plus accroché, c'est à l'humour du jeu. C'est ce qui revient le plus souvent dans les commentaires positifs des joueurs. Est-ce qu'il y a des autres questions? Mais en fait, ouais, après On fera ça après. on aura du temps. Ok, Donc, je vais super. passer là. Oui, on n'aura peut-être pas beaucoup de temps, mais Domenico va speeder, je pense. Ok, Donc super. merci. On peut réapplaudir Pablo. Merci Pablo.